Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de ce journal. 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Ce matin, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiessal, célébrait la messe solennelle de Pentecôte au nouveau sanctuaire marial de Popenguine qui a refusé du monde en présence du ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Sitine qui a conduit la délégation gouvernementale. L'Iran est en deuil. Le président Ebrahim Raïssi est finalement décédé dans un crash d'hélicoptère. Son ministre des Affaires étrangères également. Le crash a fait 9 morts. Le président Bassirou Diomaye Faye, dans son tweet, s'est incliné devant sa mémoire et a présenté ses condoléances au peuple iranien. Le pont de Rosso a connu du retard, beaucoup de retard même, 17% des travaux d'exécution seulement, et ce depuis 2021. C'est le constat fait par le ministre des Transports, El Malik Ndiaye, qui s'est rendu à Rosso avec son homologue mauritanien, et c'est en 2026 que le pont devra être réceptionné. Tout d'abord, ce tweet du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, après le décès du président iranien Ebrahim Raïssi. J'ai appris avec une profonde tristesse le décès dans des conditions tragiques du président Ebrahim Raïssi de la République islamique d'Iran et de certains de ses collaborateurs. C'est une douleur immense que le peuple sénégalais partage avec le peuple iranien ami, avec l'expression de notre compassion. Je renouvelle toute notre solidarité à l'Iran et prie Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde aux illustres disparus, a tweeté le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Les autorités iraniennes ont annoncé donc ce lundi la mort du président Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères dans un accident d'hélicoptère survenu dimanche. Le premier vice-président, Mohamed Mokhber, est désigné comme président de transition jusqu'à l'élection présidentielle qui devra se tenir dans les 50 jours. Un deuil national de 5 jours a été décrété dans le pays. Voilà, et puis la Cour pénale internationale a déclaré ce lundi avoir émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahu, le Premier ministre d'Israël, et Yoav Gallant, le ministre de la Défense d'Israël, portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'État de la Palestine dans la bande de Gaza à partir du 8 octobre 2023, au moins, a déclaré dans un communiqué à la CPI. Nous revenons donc sur la disparition du président iranien Ebrahim Raïssi et certains de ses collaborateurs. Le crash d'hélicoptère a fait 9 morts en Iran, ainsi que son ministre des Affaires étrangères. C'est son premier vice-président, Mohamed Mokhber, qui est désigné comme président de transition avant l'élection présidentielle dans les 50 jours. Seydina Lunfal. Après des heures de recherche, les autorités iraniennes ont annoncé ce lundi matin la mort du président Ebrahim Raïssi et de son ministre des Affaires étrangères après un crash d'hélicoptère près de la frontière azerbaïdjanaise. Ebrahim Raïssi était en déplacement dans la province iranienne d'Azerbaïdjan oriental pour inaugurer un barrage. Religieux ultra-conservateur, le président iranien Ebrahim Raïssi, âgé de 63 ans, était pressenti pour succéder au guide suprême l'ayatollah Khamenei. La disparition du président iranien survient alors que des tensions dans la région se sont exacerbées en marge de la guerre que mène Israël à Gaza. Ebrahim Raïssi est considéré comme le protégé de l'ayatollah Ali Khamenei. Sous sa direction, l'Iran a lancé le mois dernier une attaque de drones et de missiles sans précédent contre Israël. Son remplaçant est âgé de 68 ans, Mohamed Mokhber, premier vice-président depuis 2021, et le futur président par intérim jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection dans un délai maximum de 50 jours. À l'international, les réactions se multiplient. Le Liban et la Syrie proclament un deuil de 3 jours. La Chine déplore une grande perte pour le peuple iranien. La Russie rend hommage à un politicien remarquable et véritable ami. La Turquie dit partager la douleur du peuple iranien ami et frère. Le Hezbollah rend hommage aux protecteurs des mouvements de résistance et l'Union européenne exprime ses sincères condoléances. L'ayatollah Ali Khamenei a annoncé 5 jours de deuil en Iran.
Voilà donc pour la situation en Iran avec le décès d'Ebrahim Raïssi annoncé ce matin. Retour chez nous. Le niveau d'exécution du pont de Rosso n'est que de 17%, alors que les travaux ont démarré depuis juillet 2021. Beaucoup de retard accumulé par l'entreprise contractante qui est voire hors délai. C'est le constat qui a été fait par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens qui s'est rendu à Rosso. El Malik Ndiaye a rencontré son homologue Mohamed Ali Sidi Mohamed afin de trouver des solutions à ce retard. Et à l'issue, c'est en 2026 que la livraison du pont devra se faire. Abdouad. Cette visite du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens intervient un mois après celle du président de la République Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie. À l'époque, le chef de l'État et son homologue Mohamed Ould El Ghazouani avaient constaté beaucoup de retard dans l'exécution du pont de Rosso. À présent, il s'agit pour El Malik Ndiaye et Mohamed Ali Sidi Mohamed, ministre mauritanien de l'équipement et du transport, de s'asseoir autour d'une table pour dresser un diagnostic sans complaisance du projet. Effectivement, il y a eu des manquements, il y a eu des retards, on est même hors délai. Mais à la suite de cette visite, des discussions que nous avons eues, Son Excellence et moi, mais aussi avec les équipes et avec l'entreprise contractante, nous sommes heureux de noter que beaucoup d'équivoques ont été levés. Le projet de construction du pont de Rosso a été lancé en novembre 2020 par les présidents Macky Sall et Mohamed Ould El Ghazouani. Les travaux ont officiellement démarré en juillet 2021 pour une durée de 30 mois. Ce qui signifie que l'infrastructure aurait dû être livrée en janvier 2024. À l'heure actuelle, le taux d'exécution n'est que de 17%. Et nous avons donc, entre autres, émis notre inquiétude quant à l'accélération et au rythme d'exécution de ce projet. Nous avons alors demandé à l'administration de projet de rapidement prendre les mesures qui s'imposent de telle manière que dans un délai de 45 jours, toutes les reproches, toutes les observations, toutes les remarques qui ont été données soient réglées dans 45 jours ici à Rosso. Les deux États ainsi que leurs partenaires ont tous respecté leurs engagements, notamment sur le plan financier. L'entreprise contractante a reçu son avance de démarrage, mais tarde encore à honorer ses engagements. Et pour cela, encore une fois, nous avons besoin de joindre en tout cas nos efforts, nos équipes pour assurer le suivi d'exécution, pour apporter tout le soutien nécessaire à l'entreprise contractante afin tout simplement de le réaliser dans les meilleures conditions surtout. Cette rencontre a permis aux parties prenantes d'exposer toutes les difficultés liées à la bonne exécution du projet. À l'issue de cette réunion, des mesures fortes ont été prises. Nous avons suivi un exposé de la part de l'administration du projet et nous avons aussi suivi un exposé de la part du bureau de contrôle et nous avons entendu la société qui s'occupe de ce projet. Alors nous avons retenu de tout cela qu'il y a effectivement des choses et des actions à entreprendre car le projet est emblématique, le projet est extrêmement important pour les deux États, pour les deux présidents, pour les deux gouvernements et pour les deux peuples. Dans les jours à venir, l'équipe qui coordonne va nous revenir avec tous les éléments nécessaires et l'entreprise avec un planning d'exécution bien clair et dans les meilleurs délais parce que ce projet doit voir le jour au courant de l'année 2026. Et ça, c'est extrêmement important et l'entreprise est consciente, en tout cas, de cette rigoureuse décision de le réaliser, de prendre toutes les mesures nécessaires, de mobiliser tous les moyens utiles pour exécuter les travaux de ce pont d'ici, en tout cas, mi-2026. Rendez-vous est donc pris au second semestre de 2026 pour la livraison du pont de Rosso. Il revient désormais à l'entreprise contractante de poursuivre les travaux tels que spécifiés dans les cahiers de charges. L'infrastructure s'étend sur plus de 1400 mètres.
Nous allons parler de la campagne agricole à présent. Le CNCR se réjouit des mesures prises par le gouvernement. Elles vont du financement du secteur à la gratuité du phosphate pour enrichir les sols en passant par la baisse du prix de l'engrais de 22%. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux a réitéré tout son engagement qui vise la souveraineté alimentaire. Le compte rendu de Agnès Nyanyamane. Cette rencontre est une étape importante de dialogue et de coopération pour les acteurs du monde rural et les autorités publiques. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, CNCR, en a profité pour mettre sur la table les préoccupations des paysans pour booster leur secteur. Nous avons pu échanger avec lui sur un certain nombre de points. Sur la gouvernance de la subvention, en premier lieu, l'organisation et la préparation du conseil agro-silvopastoral qui va se tenir, dont le président de la République a décidé en conseil des ministres, sur la question du financement du secteur agricole, sur la question des jeunes, des femmes, et au-delà, nous avons pu discuter avec le ministre sur la question foncière. C'est un certain nombre de points que nous avons pu échanger avec lui et on est arrivé à des conclusions qui nous amèneraient à signer un mémorandum entre le ministère et le CNCR sur la préparation, fondamentalement, sur la deuxième question, particulièrement sur le financement, sur la question foncière, par le biais du CRAFS, le ministre est prêt à porter notre plaidoyer effectivement par ce biais. Nous avons été effectivement très satisfaits de sa visite. Il a pu échanger et a montré leur objectif, leur vision sur la souveraineté alimentaire. Dans le but de promouvoir un développement agricole durable et inclusif, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage s'est engagé à accompagner davantage le CNCR. Notre pays importe 1070 milliards de francs CFA en denrées alimentaires contre un budget de 7042 milliards. Cela montre l'importance de s'acharner, de lutter pour la souveraineté alimentaire. On a discuté de plusieurs axes de partenariat pour que les 10 filières dans lesquelles notre pays a des soucis, à savoir le riz, à savoir le blé, à savoir l'huile, à savoir le lait, à savoir le sucre, à savoir les fruits et légumes. Toutes ces filières-là, nous nous sommes engagés d'organiser des journées de réflexion de stratégie avec l'intersyndicale de ces filières-là dans le souci d'élaborer des stratégies ensemble que l'on va mener à bon port. Pour le financement du secteur agricole, comme le président Nazir l'a dit, j'ai déjà drafté la correspondance que je compte envoyer au secteur bancaire, aux 30 banques du Sénégal et aux institutions de microfinance pour organiser une journée de réflexion non seulement avec les banques, mais avec les producteurs et les opérateurs pour voir comment accompagner la filière, le secteur agricole. Depuis 1993, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux œuvre à influencer les politiques agro-silvopastorales et halieutiques avec l'objectif de catalyser des réformes cruciales pour les exploitations agricoles familiales au Sénégal. Pour la campagne agricole 2024, l'État a mobilisé 120 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute la réduction de 22% du prix de l'engrais et la gratuité de 35 000 tonnes de phosphate. L'ambassade de Malaisie à Dakar a organisé un concours culinaire. 3 instituts en hôtellerie et en restauration préparent à cette compétition. Le premier prix est doté d'une enveloppe de 150 000 francs CFA. L'initiative vise à promouvoir la gastronomie malaisienne au Sénégal. Oumou Kalsoum Sall. Le temps d'un après-midi, les jardins de la résidence de l'ambassadeur de Malaisie à Dakar transformés en cuisine. 3 instituts de formation en hôtellerie et en restauration concourent dans la réalisation de menus typiques de ce pays du sud-est asiatique. Après plus d'1 heure de préparation, le premier prix, doté d'une enveloppe de 150 000 francs, est revenu à l'Institut Les Marmitons. L'importance est de pouvoir montrer, mais aussi surtout de pouvoir fusionner les cultures. Parce que la restauration, la cuisine, c'est de la culture, c'est de l'art. Et essayer de changer des produits malaisiens qu'on prépare au Sénégal, qu'on essaie de mélanger et de savoir les réaliser comme si on était en Malaisie. Oui, et c'est une très grande joie, c'est une porte d'ouverture entre les pays, entre les cultures et entre les nations.
Ce concours culinaire est une occasion pour l'ambassade de promouvoir la gastronomie malaisienne. This event, Malaysian gastronomy is very important. C'est important pour moi, pour ma femme et aussi pour l'ambassade. L'objectif de cet événement est de pouvoir promouvoir la gastronomie malaisienne. Et comme vous vous rappelez, l'année dernière, on a eu à faire un tel événement avec seulement une école. Mais cette année-ci, le champ est élargi. On a eu à choisir 3 grandes écoles et on est là pour promouvoir la gastronomie malaisienne. Une initiative qui renforce aussi les relations cordiales entre ressortissants malaisiens et sénégalais. Au chapitre santé, on s'intéresse ce matin aux malformations cardiaques très complexes. De nombreux cas sont recensés au centre cardiopédiatrique de Fann. La plupart étaient référés à l'étranger. Les enfants sont désormais pris en charge au Cuomo grâce aux échanges d'expériences et à la formation de nos chirurgiens au Canada. On en parle avec Ramatadem. Au centre cardiopédiatrique Cuomo de l'hôpital Fann, des enfants tout petits sont sous surveillance. Le corps médical est à leur chevet. Il vient de subir des interventions cardiaques très complexes. Des opérations réalisées grâce à un partenariat entre l'hôpital Sainte-Justine à Montréal et Cuomo à l'hôpital Fann. C'est notre 4e visite. On avait commencé avant la COVID, en fait, en 2018. L'historique de notre collaboration avec Fann, elle a commencé par la formation de 2 chirurgiens qui sont revenus ici. On a décidé en 2019 donc de commencer une collaboration en envoyant des équipes de chirurgiens et de cardiologues à l'hôpital Fann pour les aider à mettre sur place un programme de soins pour les enfants porteurs de malformations cardiaques. Une initiative du professeur Papa Salman Abba qui a séjourné au Canada dans le cadre de sa formation à Sainte-Justine. C'est une excellente formation que j'ai bénéficiée. J'ai fait 1 an à Sainte-Justine, à Montréal, et je ne l'ai pas regretté. Parce que depuis lors, moi, quand je suis revenu ici, on ne faisait pas beaucoup de chirurgie chez les enfants. Mais actuellement, on fait pas mal de chirurgie chez les enfants à partir de 3-4 kilos. Et presque la majeure partie des pathologies sont opérées maintenant par l'équipe locale. Et ce n'est pas seulement des patients sénégalais. De plus en plus, on reçoit des patients qui viennent de toute la sous-région. Pour beaucoup de cas complexes, seuls les diagnostics précoces peuvent aider à baisser le taux de mortalité. Le diagnostic précoce se fait de plus en plus au Sénégal en amont par les cardiologues, parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut le dire et saluer cela, de plus en plus de cardiologues ont été formés et sont répartis dans l'ensemble du territoire sénégalais. Donc un gros effort de formation a été fait par la chaire de cardiologie et nous les félicitons pour cela. Cette jeune maman l'a bien compris. Son bébé, quelques jours après la naissance, a pu être diagnostiqué. Faute de moyens, elle a dû attendre que son enfant ait aujourd'hui 5 ans pour pouvoir enfin être opéré ici à Cuomo, à l'hôpital Fann. Moom nag bu mu juddoo ba mu amee 3 mois rek lañ commencé di suivre parce que dafa am sama benn tante buy liggéey hôpital. C'est une de mes tantes qui a remarqué le jour du baptême que le bébé respirait difficilement. Elle me l'a signalé, je suis les traitements. Mais grâce à cette mission, on m'a appelé samedi. Lundi, elle a été opérée. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. Elle a aujourd'hui 5 ans. Avant l'opération, j'avais peur. Mais maintenant, je suis rassurée. Elle s'est réveillée, elle mange, elle respire bien et elle parle beaucoup. Le soulagement d'une mère qui, pendant 5 ans, a dû faire des allers-retours interminables à l'hôpital. Ici, au centre cardio-pédiatrique, d'ailleurs, se trouve un personnel qualifié qui prend en charge ses enfants de façon très organisée. Ils sont accueillis au niveau de la première salle où ils sont surveillés par heure. Les 2 premiers jours et puis les autres jours, on les surveille 3 fois par jour. Et ils changent également de salle. Si c'est un cœur ouvert, en général, ils durent un peu. Ils font 15 jours à peu près. Et s'il s'agit d'un enfant qui est sous anticoagulant, il peut faire ici 1 mois. Parce qu'il faudra surveiller. C'est très difficile de gérer les anticoagulants pour les enfants. Il faudra d'abord surveiller que l'enfant soit stable avant de sortir. Parce que c'est un peu compliqué, surtout s'ils nous viennent des régions. Au centre cardiopédiatrique de Fann, la liste d'attente est très longue. Les parents et enfants prennent leur mal en patience car beaucoup d'entre eux comptent sur ces missions humanitaires pour se faire soigner.
Elles œuvrent au rayonnement des enfants porteurs de trisomie 21, d'autisme et d'infirmité motrice cérébrale. Ce sont les Maisons jaunes dont le combat est la prise en compte de ces enfants qui font partie intégrante de la société. Le grand format santé, d'ailleurs, s'est justement intéressé aux activités de ces Maisons jaunes qui jouent un rôle dans l'inclusion sociale de ces couches vulnérables. Fanta Badji. Séance de psychomotricité avec l'orthophoniste. Très bien. Ah, bravo. Reconnaissance des couleurs. Oui. Rééducation de la parole. Une thérapie pour ces enfants qui ont des troubles émotionnels et du langage. Faire en sorte que l'enfant ait confiance en lui. Donc, par exemple, Pape Malik, au début, il parlait très doucement. Il n'avait pas cette confiance. Au fil des séances, il commence à parler de plus en plus fort. On voit que l'articulation s'est améliorée. À la Maison Jaune de Malika, ces enfants atteints d'autisme, de trisomie 21 et d'IMC bénéficient de soins médicaux gratuits 2 fois par semaine. C'est une équipe pluridisciplinaire qui travaille autour des enfants. Chacun, dans son domaine spécifique, essaye d'évaluer l'enfant pour faire ressortir ses compétences, ses difficultés. Et on met l'accent dans nos exercices, dans l'encadrement, les compétences que la personne a et les difficultés que la personne a, on essaie de corriger. Au-delà de la prise en charge sanitaire, ces petits ont aussi droit à un accompagnement scolaire. Il faut de la patience, de l'empathie. Donc, parce qu'il arrive des moments où l'enfant peut être agité. Donc, si vous n'êtes pas armé de patience, donc, ça ne va pas pouvoir aller. On a également la possibilité d'encadrer des enfants, de leur donner de compétences, de leur faire monter en compétences pour leur aider à intégrer les écoles classiques. Nous avons eu à réussir ça, des enfants qu'on suit dans les hôpitaux du jour et qui ont réussi à quitter les classes d'hôpitaux du jour pour intégrer les écoles normales. Avant le centre, ils donnaient des bourses scolaires. En 2021, ils ont donné à tous les enfants des bourses de 200 000 francs pour les aider à l'inscription des enfants. Même cette année-ci, ils ont donné des kits scolaires. Ce projet constitue un grand soutien pour les familles qui sont elles aussi impliquées dans l'encadrement. Il faut que ce qui se passe ici, dans les centres, puisse avoir de la continuité à la maison pour éviter que les enfants font des rechutes, pour éviter que les enfants régressent. C'est pourquoi, comme vous avez vu la pochette là, c'est les activités que je fais avec l'enfant, que le parent doit essayer de reproduire à la maison pour que le suivi soit plus fluide et cela permettrait à l'enfant d'avancer plus rapidement. Appelés enfants à besoins spéciaux, ils peuvent être vulnérables et avoir une alimentation difficile. En général, leur alimentation elle est sélective. Ils aiment ça, ils n'aiment pas ça, ils mangent ça et ils ne mangent pas. Quand ils mangent, c'est des enfants généralement qui naissent avec des comorbidités. C'est des enfants qui parlent tardivement, qui marchent tardivement. Souvent même, il y en a qui s'assoient très tardivement. Moi, je prends mon fils, par exemple, il a commencé à marcher à l'âge de 3 ans, pratiquement. Donc, il a tété jusqu'à 3 ans parce qu'il ne pouvait pas manger autre chose. Ces enfants atteints de trisomie, d'autisme et d'IMC sont considérés comme différents par la société. Je pense que la stigmatisation relève de l'ignorance. Un enfant est innocent lorsqu'il est affecté par un handicap. Il a besoin davantage encore d'attention, il a besoin d'affection, il a besoin d'accompagnement. Mais si le parent et la famille ne jouent pas le jeu, il va sans dire que le résultat devient amoindri, pour ne pas dire pratiquement faible. C'est un enfant très intéressant qui vraiment, je ne vois pas la différence entre lui et les autres. Il joue, il sait manipuler les portables. Ensuite, en même temps, il va à l'école. Il y a peu de structures d'accueil pour prendre en charge la trisomie 21, l'autisme et les infirmités motrices cérébrales. Vous n'avez à Dakar que de très rares centres capables d'accueillir ces enfants. Laissés à leur famille, isolés de l'école classique, même si on parle d'inclusion,
En vérité, ils ne peuvent pas suivre les écoles dans les circonstances où leurs collègues, élèves vont les violenter verbalement. Ce sont des enfants comme les autres. Ce sont quelque part des bénédictions pour nous croyants. Il faut leur apporter l'accompagnement nécessaire pour avoir une vie sociale normale. Donc, en tant que parent, je ne le subis pas comme un poids. Je considère que c'est le rôle d'un père ou d'une mère d'être à côté de son enfant, de l'assister, mais je considère que la société a un rôle à jouer. Et quand je dis société, c'est peut-être tout le monde, mais au premier chef, je parle de l'État sénégalais. Sa politique à l'égard des enfants en situation de handicap mérite d'être revue, mérite d'être améliorée. Ce concept de maison jaune facilite l'intégration et l'inclusion sociale de ces enfants en situation de handicap. Cependant, les moyens financiers font défaut pour permettre aux structures de fonctionner correctement. Des programmes d'information et de sensibilisation sont périodiquement menés pour conscientiser les autorités, mais surtout le grand public, sur la condition de ces enfants. Et dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Voilà, nous prenons tout de suite la direction de Popenguine, retrouver René Léon Fonseca qui est en direct au sanctuaire marial de Popenguine, vous le savez, avec la 136e édition. Nous allons tout de suite retrouver René Léon Fonseca. René Léon, bonjour, vous êtes en direct. Bonjour, cher Bamba Gueye. Voilà, Popenguine, le point d'orgue ce matin, c'est donc la messe solennelle de Pentecôte avec la 136e édition. René Léon, c'est à vous pour nous décliner donc les derniers temps forts de ce pèlerinage marial. Écoutez, cher Bamba Gueye, des milliers de fidèles se sont rassemblés ici au nouveau sanctuaire pour la grande messe du lundi de Pentecôte, venus de toutes les régions du Sénégal, mais aussi de la sous-région de la Gambie, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, du Mali, mais aussi du Burkina Faso. Ils ont tous convergé ici dans un esprit de dévotion et de recueillement. L'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, a célébré cette messe et livré une homélie marquante. Il a largement évoqué le thème de cette 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine avec Marie, notre mère. Marchons ensemble pour un Sénégal de paix et de justice. Selon l'évêque, nous devons semer autour de nous la justice et la paix en parole et en acte, en éduquant nos cœurs et nos consciences. Monseigneur Gueye a également souligné que la paix et la justice doivent devenir des cultures, une culture pour tous. Il a exhorté les fidèles à se laisser éduquer par Maman Marie. Je vous propose de le suivre. Le livre de la Genèse, dans la première lecture, a justement pointé le doigt sur cette faiblesse humaine, sa propension à l'orgueil et à l'égoïsme. Orgueil et égoïsme qui ont mené l'homme, qui ont amené l'homme au péché, à désobéir, à la désobéissance à Dieu. Orgueil et égoïsme qui ne cessent de guetter chacun et chacune d'entre nous. Grâce à sa croix, dit l'apôtre, Christ est notre paix, Christ est notre justice. Aussi, frères et sœurs, pouvons-nous, mieux encore, devons-nous recueillir ces dons pour en vivre, pour en témoigner, c'est-à-dire pour semer en nous et autour de nous la justice et la paix, en parole, en acte, et plus profondément encore, en éduquant nos cœurs, où notre conscience, siège de nos intentions et mère de nos comportements, tout spécialement en éduquant les enfants et les jeunes. Éducation à la paix et à la justice, pour que paix et justice deviennent comme une culture. Laissons le Christ inculquer dans nos consciences les valeurs de son royaume, déclinées en Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, ceux qui ont soif et faim de la justice, les miséricordieux qui savent pardonner,
Heureux les artisans de justice et de paix. Frères et sœurs, nous sommes ici pour apprendre de Marie. Du haut de sa croix, le Seigneur nous a confié sa mère. Voici ton fils, dit-il à sa mère, et aux disciples, voici ta mère. Laissons-nous alors éduquer par Marie, édifier par l'exemple de sa vie, et en particulier dans le passage de l'Évangile que nous avons entendu. Elle n'a pas récriminé. Au contraire, elle s'est tue dans le silence de l'abandon à la volonté de Dieu. C'est elle la nouvelle Ève qui nous apprend l'obéissance à cette volonté de Dieu. Ou encore, elle ne s'est pas laissée aller dans la haine. Au contraire, elle déploie son amour maternel. Témoin de tout ce qui s'est passé, elle a dû ressentir au plus profond d'elle-même la soif de son fils. J'ai soif. Soif de justice et de paix, soif d'amour et de vérité. Elle a vu couler du côté ouvert de son fils le sang et l'eau, source de vie, d'amour, de paix, de justice et de miséricorde. Comme pour dire aux hommes, Dieu a accompli sa part. À vous maintenant de jouer pour que dans l'amour et la vérité, vous préserviez ou bâtissiez la justice et la paix. Et hier, la grande messe des marcheurs et la grande veillée de prière ont été célébrées à l'ancien sanctuaire. De nombreux fidèles ont assisté à ces différentes célébrations. Je vous propose de suivre Abbé Albersen. Comment bâtir un Sénégal de justice et de paix? Il faut d'abord rendre grâce à Dieu, car notre pays a connu des moments critiques et tumultueux. Mais par la grâce de Dieu et la maturité du peuple sénégalais, nous avons pu surmonter la crise. La crise politique est passée, mais la crise économique et sociale demeure. L'incompréhension et la colère ont cédé la place à la confiance et à l'espoir. Il s'agit à présent de se mettre tous au travail pour réconcilier, unir tous les Sénégalais et se consacrer au développement du pays. Mais comme vous le savez, point de développement sans la justice et la paix. La justice et la paix sont des valeurs humaines, mais aussi des valeurs chrétiennes, car elles ont été élevées, purifiées et sanctifiées par le Christ. À ces valeurs, j'ajouterai l'amour et la vérité, pour avoir les 4 piliers éthiques de tout acte qui plaît à Dieu. La rupture dont on parle au Sénégal ces temps-ci doit commencer dans les cœurs et irriguer les mentalités et les pratiques. La conversion, c'est-à-dire le rejet du péché et le retour à Dieu, doit être un réflexe de tous les Sénégalais. C'est un chemin ouvert à tous par Dieu, pas seulement les gouvernants, mais tous les citoyens. Chacun doit se remettre en cause pour voir ce qui, dans son intérieur, dans sa vie et son comportement, constitue un frein pour l'avènement de la justice et de la paix dans notre pays. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Le laisser-aller, la violence, le bavardage, la paresse, la cupidité, les raccourcis, le mensonge, le non-respect de l'intérêt général, la corruption et le détournement des deniers publics. Convertissons-nous.
Et pour finir, cher Bamba Gueye, sachez que le programme de cette dernière journée ici à Popenguine promet des moments forts. Dans quelques heures, la cérémonie officielle de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine marquera le point culminant de ces 3 jours de prière et de dévotion. À 15h, les vêpres et le salut du Saint-Sacrement se tiendront au nouveau sanctuaire. Une conclusion solennelle pour un événement qui aura réuni des milliers et des milliers de fidèles. Cher Bamba Gueye. Voilà, merci beaucoup René Léon Fonseca en direct de Popenguine, donc avec toutes les équipes qui sont déployées pour cette 136e édition du pèlerinage de Popenguine. Merci René et merci à toutes les équipes. Voilà, René Léon Fonseca, puis sport. La première saison de futsal a été lancée avant-hier, donc samedi après-midi à la place de la Nation. 22 équipes, filles et garçons, prennent part à ce premier format de la compétition. La catégorie concernée pour l'instant est celle des moins de 15 ans. L'objectif étant de les préparer aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 au Sénégal. Le compte rendu avec Ibrahim Mboupa. Début d'après-midi à la place de la Nation. Un endroit symbolique pour lancer la toute première saison de futsal, un des nombreux dérivés du foot à 11. Le futsal fait ses premiers pas au Sénégal, pas dans une salle fermée, mais en plein air. Ce n'est pas une obligation de jouer en zone fermée, donc on peut jouer sur un terrain qui est ouvert. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, c'était très bien de le faire comme ça, de le vulgariser, de le sociabiliser, de le familiariser avec tout le monde. C'est une première pour moi, c'est une découverte pour moi. Et aujourd'hui, on a vu des choses que vraiment, je n'ai jamais vues au Sénégal. Des garçons qui savent jouer au foot à 11, mais au foot à 4 ou 5 là, c'est un autre contexte. Dans le futsal, il n'y a pas de contact. On ne voit pas de contact. Il faut avoir aussi la technicité, la vivacité. Et il faut réfléchir pour jouer au futsal là. Dans son plan de développement du futsal, la Fédération sénégalaise de football veut partir d'une base solide pour atteindre les sommets. La cible reste les petites catégories. Le prétexte, c'est d'abord les JO 2026. Le Sénégal doit y participer en futsal, en garçons et en filles. Alors, nous avons depuis l'année dernière commencé les phases de détection nationale. Parce qu'en fait, la priorité, c'est de faire participer tout le monde. Il y a beaucoup de clubs qui se sont réunis ici, de Thiès jusqu'à Dakar. La tranche d'âge, c'est de 15 ans. C'est des U15. C'est de 2008. De 2008, on a accepté de novembre 2007, décembre 2007, 2008 jusqu'à 2011, 2012, 2013. Cela nous permettra de faire une sélection nationale. Déjà, la sélection jouera, mais c'est dénommé l'équipe fédérale. Les futsaleurs, comme on les appelle, sont contents de participer à ce premier championnat avec des rêves plein la tête. Le futsal, c'est très bien. C'est notre coach qui nous a dit qu'il y a un tournoi de futsal à Dakar et il a sélectionné parmi nous les meilleurs. Comment vous trouvez les matchs, le tournoi auquel vous participez? C'est très beau. J'aime bien. Et c'est quoi vos rêves en tant que joueuse de futsal? Devenir pro futsal. Je représente notre équipe nationale sénégalaise. Et d'être comme Sadio Mané. Peut-être de futures grandes stars du futsal sénégalais appelées à briller sur la scène africaine et mondiale. En attendant, la fédération compte faire un bon maillage du territoire pour détecter et rendre populaire cette discipline. Voilà donc le lancement de la saison de futsal hier, la toute première saison. Sport toujours, mais cette fois-ci en Ligue 1, Teungueth FC n'a pas pu remporter le titre, donc devra attendre. L'AS Pékin l'a tenu en échec à Alassane Djigo qui les a corrigés 3-1, un match disputé jusqu'à la dernière seconde. Fatoumata Savané. Teungueth FC ne réalise pas l'exploit à Alassane Djigo. Les Pékinois ont assuré devant leur public en s'imposant 3-1. Dès l'entame de la partie, les joueurs du coach Senghor ont pris le match à leur compte en multipliant les occasions. À la 14e minute, Ousmane Goudiaby ouvre le score. Les Rufisquois ont du mal à construire leur jeu. Ils peinent à aller au bout de leurs actions. À la 33e, c'est Pékin qui double la mise avec ce coup franc direct de Souleymane Cissé.
À la mi-temps, les supporters de Pikine sont sûrs de remporter le match et même de corser le score. Chez les Rufisquois, on croit aussi à un renversement de situation. Bon, nous avons joué cette pression. Bon, moi, je pense que c'est 4 milliards de égaliser et de gagner, Inch'Allah. dañ ne Tëngéej waruñoo nangu mu ñëw suñu biir stade dafa yóbbaale ñu ne moo jël championnat bi Assane Djigo moo tax ñun tey dañoo ñëwaale ak ndam bëgguñu Tëngéej yóbbaale loolu bu muy jël na ko jël feneen mais du bëgguñu mu jël ko Assane Djigo bi te ñun dañoo bëgg a jël 3e. À la 86e minute, Adama Diarra réduit le score pour le Tëngéej FC. Au finish, Pikine ne lâche rien et arrive même à alourdir la sentence. Le 3e but est marqué par Ibrahima Dian dans les arrêts de jeu. Nous, notre objectif, c'est terminer dans le podium. Depuis quelques temps, on est sur une bonne dynamique. Donc, il fallait continuer sur cette dynamique pour pouvoir bien voyager à Ziguinchor. C'était ça la motivation. L'équipe a trouvé de la confiance. On sait que les vraies valeurs du football, c'est le collectif. À certain moment, c'est parti. Chacun voulait faire de son côté. Mais là, on a retrouvé nos vraies valeurs. Le collectif, on s'appuie sur le collectif. On est épanoui et ça se voit sur le terrain. Il faut dire que c'est une défaite amère du fait qu'on n'a pas reconnu Tëngéej sur le plan défensif surtout. Parce que d'habitude, on était une équipe costaud derrière, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas été costaud derrière. Et devant une équipe qui ne jouait rien dans le championnat, devant une équipe de Pikine qui n'avait pas de pression et qui était devant son public. Et je pense que c'est une défaite qu'il faut très bien analyser pour qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes pour les 2 prochains matchs. Et comme je vous ai dit, maintenant, c'est à nous, nous avons encore notre destin à main. Sur les 6 points, on cherche 3 points. Donc une victoire contre Génération Foot nous donnerait le titre, ou bien une victoire contre Stade nous donne le titre. Pour vous dire qu'encore, nous sommes vivants, heureusement que nous sommes vivants, mais ce sont des genres de matchs qu'on ne devrait surtout ne pas perdre. Après cette 4e défaite en 24 matchs, les prétendants au titre tiennent encore le rang avec 46 points, mais se mettent une pression, celle de jouer les derniers matchs en filigrane avec le Jaraaf. Le Dauphin est à 4 points et le suspense persiste en cette fin de saison.